Luc était à l'entraînement de cricket et c'était autorisé par l'ordonnance de protection. C'était un lieu public. Je croyais qu'il était en sécurité. C'était juste un petit entraînement de cricket. Luc Jeffrey Batty est né le 20 juin 2002 de sa mère, Rose Batty, et de son père, Greg Anderson, en Nouvelle-Galles du Sud. C'était un garçon sportif et il adorait jouer au cricket et au football. Il aimait aussi les bananes, Bob l'éponge et la couleur jaune. Lorsque les parents de Luc se sont rencontrés pour la première fois, ils travaillaient tous les deux pour une société de recrutement. Et la mère de Luc, Rosie, est rapidement tombée sous le charme de son père, Greg. Elle le trouvait beau, grand, bien habillé et qui s'exprimait bien. Le couple a eu une relation en dents de scie pendant quelques années, avant de se retrouver 8 ans plus tard, lorsque les choses sont devenues plus sérieuses. Quelques semaines après le début de leur relation, Rosie est tombée enceinte de Luc. C'est à partir de ce moment-là que Greg a commencé à adopter un comportement de plus en plus méfiant et agressif. Il parlait aussi parfois d'entendre des voix. Malgré ses inquiétudes, Rosie voulait que ça marche avec l'homme qui deviendrait bientôt le père de son enfant. Elle n'avait jamais vraiment prévu d'avoir des enfants. Après avoir perdu sa propre mère à un jeune âge, elle avait peur de perdre d'autres personnes auxquelles elle tenait. Un jour, le couple s'est disputé et pendant que Rosie travaillait, Greg a découpé une paire de chaussons qu'elle lui avait offerte. Il est alors sorti et a frappé à la hache le banc de jardin que le couple venait de rénover. Lorsque Luc est né, sa mère séjournait au monastère orthodoxe russe en Nouvelle-Galles du Sud. Son père, Grégoire, qui n'était même pas présent à sa naissance, avait également été banni du monastère après s'être mis à harceler Rosie au téléphone. Mais peu de temps après, Rosie est de nouveau retournée auprès de Grégoire. Et quand elle l'a fait, le père a montré à son nouveau fils énormément d'amour, s'occupant de lui, le nourrissant et le baignant. Cependant, sa colère envers Rosie ne pouvait toujours pas être contenue. Alors que la mère de Luc se remettait de sa césarienne, Grégoire l'a agressée pour la première fois. Elle avait mis fin à la relation après cela, mais elle est restée en contact étroit, voulant que Luc ait son père dans sa vie. Mais à l'âge de 2 ans, Luc avait déjà été témoin de plusieurs altercations physiques entre ses parents, y compris une fois où Grégoire avait pris un des jouets de Luc et l'avait fracassé contre la rampe de l'escalier, puis en avait lancé un morceau dans la direction où se trouvait Rosie, près de Luc. Grégoire s'est alors approché de Rosie, l'a tirée par les cheveux et lui a dit que si elle l'empêchait un jour de voir son fils, il la tuerait ainsi que ses animaux. Le lendemain, après cette déclaration glaçante, Rosie est allée demander une ordonnance d'éloignement contre Grégoire. Mais comme sa colère n'avait jamais été dirigée contre Luc, il a été autorisé à continuer de voir son fils. Finalement, l'ordonnance d'éloignement contre Grégoire a expiré, mais Rosie n'a pas pris la peine de la renouveler car son comportement intimidant avait cessé. La mère et son fils ont déménagé à Taillabe quand Luc avait 3 ans et demi pour être plus près des amis de Rosie. Lorsqu'elle a mis fin à une relation de longue date avec un autre homme en 2012 alors que Luc n'avait encore que 9 ans, Grégoire est revenu dans la vie de Rosie et a tenté de raviver leur relation ainsi que de réunir la famille. Mais lorsque Rosie l'a rejeté, Grégoire a perdu le contrôle. Le 16 mai 2012, la police a été appelée au domicile de Rosie après qu'elle a déclaré que Grégoire avait menacé de la frapper avec un vase devant leur fils Luc. Il a été arrêté le même jour, mais en raison de multiples retards, il n'a été officiellement inculpé qu'en janvier suivant et l'affaire n'a jamais été portée devant le tribunal. Cela a aussi conduit à une ordonnance de protection pour violence familiale contre Grégoire. Le père, qui avait eu peu de contact avec son fils pendant des années, était maintenant revenu dans la vie de Luc et de Rosalie et avait commencé à engager une bataille juridique pour la garde de leur fils contre Rosalie. Pendant ce temps, la santé mentale de Grégoire semblait s'être encore détériorée. Il vivait dans sa voiture depuis des années et fumait de la marijuana tous les jours. Rosalie était convaincue que Grégoire souffrait d'une maladie mentale, bien qu'il n'ait jamais reçu de diagnostic officiel. Selon elle, son comportement délirant et sa paranoïa avaient saboté toutes ses relations. La vie de Grégoire s'effondrait et Rosalie voyait en son fils Luc sa seule lueur d'espoir. Alors, elle a continué à lui permettre de voir son fils, puisqu'il avait toujours été un bon père pour Luc et n'avait jamais même élevé la voix contre le garçon. Puis, le 3 janvier 2013, Grégoire est entré par effraction dans l'appartement de Rosalie. Il l'a poursuivie, l'a agressée, puis l'a menacée de la tuer. Il a été arrêté
et lorsqu'il a obtenu une libération sous caution, c'était sous des conditions strictes, notamment l'interdiction de se rendre dans la banlieue de Tayab, où Luc suivait un entraînement de football. Lorsque Grégoire a été arrêté pour cet incident, il a montré un comportement très arrogant et disait aux policiers « Je ne réponds qu'à Jésus. Qu'est-ce qui vous fait croire que vous avez le droit de me retenir, tout simplement ?» Mais encore une fois, Grégoire n'avait jamais été physiquement ou verbalement violent envers Luc, alors Rosie a continué à laisser son fils voir son père. J'ai eu l'entretien concernant des menaces de mort, des menaces de causer des blessures graves et l'utilisation d'un véhicule non immatriculé. Avant de continuer, je dois vous informer que vous n'êtes pas obligé de dire ou de faire quoi que ce soit, mais tout ce que vous dites ou faites pourra être utilisé comme preuve. Est-ce que vous comprenez cela? Oui, je comprends. Donc, je ne souhaite rien dire. L'homme est fini. Je souhaite partir. Oui, c'est bon. Je vais aussi vous lire ce droit. Je dois également vous informer de vos droits. Vous avez le droit de communiquer ou d'essayer de communiquer avec un ami ou un membre de votre famille pour informer cette personne de l'endroit où vous vous trouvez. Vous avez le droit de contacter ou tenter de contacter un avocat. Si vous n'êtes pas citoyen ou résident permanent australien, vous avez le droit de contacter le consulat de votre pays ou de tenter de le faire. Comprenez-vous ce droit? De quel droit pensez-vous pouvoir me retenir et pourquoi faire? J'y viendrai. De quel droit vous me gardez ici, tout simplement? Comprenez-vous les droits qui viennent de vous être lus? Je comprends ce que vous venez de me lire, mais je voudrais savoir pourquoi vous pensez avoir le droit de me retenir ici. D'accord. Souhaitez-vous exercer l'un de ces droits avant que l'entretien ne commence? L'entretien est terminé. J'ai dit que je ne souhaitais pas faire de commentaires. D'accord. Vous n'avez rien à dire? Il n'y a rien. Ouais. Alors passons à autre chose. Pour être juste envers vous, j'ai juste besoin de terminer ces questions et ensuite, tout ce que vous voudrez dire après, vous pourrez le faire. Je ne veux rien dire, donc il ne peut pas y avoir de questions ni de réponses. Vous insultez maintenant mon intelligence. Vous niez mon droit de me représenter légalement en disant que je ne souhaite pas y répondre. Comprenez-vous ce que je vous dis? Non, je ne comprends pas. Je ne vous refuse rien du tout. C'est pour cela que je vous nie, comme je l'ai dit. Je ne souhaite répondre à rien. Oui. C'est ça. Maintenant, vous me posez des questions alors que vous m'avez refusé ce droit. D'accord. Souhaitez-vous appeler un avocat, un ami ou un membre de votre famille? Non. Je veux que vous appreniez. Vous n'avez rien. Moi, je veux apprendre. Vous m'avez déjà arrêté, c'est passé au tribunal, sans preuve. Encore la même personne qui ment. Oui. Revenons un instant. Quel est votre âge et votre date de naissance? Vous aviez déjà ces infos. J'ai montré mon permis de conduire et j'ai dit que je ne répondrai pas aux questions, mais vous continuez à m'interroger. Encore une fois, vous n'avez pas exercé le droit que vous m'aviez dit au début que je pouvais avoir. Vous me refusez mon droit en me posant mes questions. Belle autorité, agent. D'accord. Et je vais, Jésus-Christ, vous êtes incroyable. Si je vous avais sauvé lors de ce retournement le 3 novembre 1959, seriez-vous d'accord? Il est allégué qu'aux environs de 13h44, le 3 janvier 2013, D'accord. Je vais suspendre l'audition pour le moment en raison de l'absence de participation de l'accusé. Puis, en avril 2013, Luc est rentré à la maison pour raconter à sa mère une conversation très troublante qu'il avait eue avec son père. Le garçon bouleversé a dit que Greg tenait un couteau pendant qu'ils étaient tous les deux dans la voiture. Et il a dit à son fils « Tout pourrait finir avec ça ». L'incident a, à juste titre, alarmé la mère de Luc et elle a pu obtenir une ordonnance d'interdiction de contact. Cela, cependant, n'empêcherait pas le père de Luc d'assister à ses matchs de football et à d'autres événements sportifs, car il avait été convenu, même par Rosie, qu'il y avait moins de risques en public. Le 12 février 2014, Greg s'est présenté à l'entraînement de cricket de Luc. Il m'a dit dans la voiture qu'il n'avait pas envie d'aller à l'entraînement de cricket, mais c'était la dernière séance avant leur dernier match. Et vous savez, faire partie d'une équipe signifie que vous devez soutenir votre équipe et y aller même si vous n'en avez pas envie. J'ai déposé Luc. Il était inquiet de voir son père parce qu'il ne pensait pas que son père était très heureux. Mais quand Greg est arrivé, il semblait être de très bonne humeur, détendu, et Rosie était heureuse de le voir participer aux séances d'entraînement de leur fils. Je dirigeais l'entraînement. J'étais le seul entraîneur présent. Donc, je me souviens, ce soir-là, avoir vu Grégoire et m'être dit « Oh, le vieux Betty est là. Il est, vous voyez? Il est venu s'entraîner. »
Bien sûr, je me souviens de lui lançant dans les filets. Je ne l'avais jamais vu lancer ou faire quoi que ce soit avant, donc je pensais que c'était bien à l'époque. Luc et son père s'étaient entraînés derrière l'un des filets. Et vers la fin de l'entraînement, quand il était temps de rentrer à la maison, Luc a supplié sa mère de lui laisser plus de temps avec Greg. Les autres enfants avaient déjà commencé à partir et Luc ne voyait pas souvent son père. Donc Rosie n'a vu aucun problème à cette demande. Rosie est allée faire quelque chose sur son téléphone pendant que Greg et Luc s'entraînaient derrière les filets, quand soudain elle a entendu un bruit horrible. La mère s'est immédiatement mise à courir vers son fils, et quand elle est arrivée, elle a vu Greg agenouillé par terre à côté de Luc, qui était simplement allongé là. Au début, elle a cru que Greg avait juste lancé la balle trop fort et avait accidentellement frappé Luc à la tête. Après avoir vu son fils allongé, Rosie a tenté d'appeler une ambulance, mais son appel ne passait pas. Alors, elle s'est mise à courir frénétiquement et à appeler quelqu'un pour contacter les services d'urgence. Elle pensait toujours que tout cela était un accident et que la détresse de Grégory venait du fait qu'il avait accidentellement blessé son fils. Mais lorsqu'un des entraîneurs s'est précipité pour offrir son aide, Grégory lui a dit « Il va bien, il est au paradis maintenant ». Le père avait délibérément frappé Luc à la tête avec une batte de cricket, puis il l'avait poignardé au cou avec un couteau. À leur arrivée, Grégory a menacé les policiers avec un couteau. Le gaz au poivre utilisé pour le maîtriser n'a pas fonctionné. Finalement, ils ont fini par lui tirer dessus et il est décédé plus tard de ses blessures. Grégory avait intentionnellement empêché les ambulanciers d'accéder à son fils Luc. Et une fois qu'ils ont finalement pu accéder à lui, après que Grégory ait été abattu, ils ont déclaré le garçon de 11 ans mort sur les lieux. De jeunes enfants qui avaient été témoins de l'épreuve ont plus tard raconté à la police qu'ils avaient vu Grégory frapper intentionnellement Luc avec la batte de cricket, puis sortir son couteau et le poignarder à plusieurs reprises. Il a été déterminé que Luc était décédé à cause de ses graves blessures à la tête. Une véritable tragédie s'est produite ici ce soir vers 18h40. La police est arrivée et a été confrontée à un homme d'environ 50 ans armé d'un couteau. Ils ont tenté d'utiliser une force non létale, du gaz poivré. Cela n'a pas fonctionné. Ils ont ensuite tiré avec une arme à feu, touchant cet homme une fois dans la poitrine. Il est actuellement à l'hôpital Alfred dans un état critique. Un examen plus approfondi de la scène a révélé le corps d'un garçon de 12 ans décédé. Et pour l'instant, nous poursuivons nos investigations concernant la cause exacte de ce décès. L'homme que la police a abattu était le père du garçon décédé. Il y a des gens là-bas. Je crois qu'elle était comme... Je pense que c'était un accès équitable. Je pense qu'au vu des circonstances, je suis une victime comme n'importe qui d'autre, et que le système judiciaire et moi-même avons pris des décisions en pensant qu'elles étaient dans le meilleur intérêt de Luc. Je ne pense pas que quelqu'un ait vraiment compris ou comprenne ce que quelqu'un est capable de faire. Et c'est aussi une personne saine d'esprit ou un parent attentionné. Tu crois que celui-là même qui l'a tué l'aimait? Et cette personne l'aimait vraiment? Il l'aimait plus que quiconque, les deux seules personnes qui aiment leur fils autant que n'importe qui. Donc la mère et le père. Et ce qui est très tragique dans tout cela, c'est que la vie du père était tragique et marquée par des comparutions au tribunal et d'autres difficultés dans sa vie pour lesquelles nous ne pouvions pas l'aider et personne d'autre non plus. Il était sur une voie de désespoir. Personne n'aimait Luc plus que Craig, son père. Personne n'aimait Luc plus que moi. Nous l'aimions tous les deux. J'ai fait ce que je croyais être le mieux pour Luc. Et je suis en paix avec ça. C'était une situation tragique qui... personne pouvait dire qu'elle allait arriver. J'ai encore du mal à y croire. Une fois que Rosie a accepté le fait que Greg avait intentionnellement tué Luc, elle a dit qu'elle croyait que Greg avait prémédité la mort de son fils et avait choisi de le tuer. Ce n'était pas qu'il haïssait vraiment son fils, mais c'était une vengeance contre elle. Elle disait « Peux-tu imaginer ce que ça fait de ressentir ça ? Que quelqu'un, contre toute attente, veuille te faire souffrir pour le reste de ta vie juste pour gagner. »
Après la mort de Luke, on a découvert que Greg avait récemment menacé son colocataire de lui couper la tête. Cela était arrivé après que Greg ait également été arrêté à la bibliothèque voisine pour avoir regardé des images pédopornographiques. En plus de cela, le père avait même déjà menacé l'entraîneur de football de Luke, lui disant « J'ai un couteau avec ton nom dessus ». Greg entendait aussi souvent des voix, était obsédé par la religion, priait souvent à voix haute et avait parfois même des hallucinations. Le père avait même été en contact avec la police seulement 3 semaines avant la mort de Luke. Mais les agents qui lui avaient parlé n'ont pas exécuté les mandats d'arrêt car ils n'en étaient pas informés alors. Et la mère de Luke, Rosie, n'avait jamais été informée des accusations liées à la pédopornographie contre Grégoire. Elle ignorait aussi la menace de mort proférée par Grégoire contre son colocataire. Au moment du meurtre de Luke, son père, Grégoire, faisait face à 11 chefs d'accusation criminels et faisait l'objet de 4 mandats d'arrêt non exécutés. Rosie dirait qu'elle avait envisagé d'appeler la police elle-même lorsqu'elle avait vu Grégoire à l'entraînement de cricket de Luke ce soir-là, sachant qu'il avait plusieurs mandats d'arrêt en cours contre lui. Mais elle a décidé de ne pas le faire pour le bien de Luke, car elle l'avait déjà fait à 2 reprises auparavant, et cela avait été très traumatisant, stressant et imprévisible pour lui. Grégoire avait réussi à éviter l'arrestation parce qu'il avait été sans abri pendant une grande partie du temps. Et lorsqu'il a appris qu'il avait des mandats d'arrêt délivrés par le tribunal contre lui, Grégoire connaissait une faille du système judiciaire qui signifiait qu'il n'avait plus à se présenter à la police dans le cadre de sa liberté sous caution, ce qui lui a permis d'éviter l'arrestation. Après la mort de Luke, une enquête a été menée pour déterminer ce qui n'avait pas fonctionné dans les systèmes censés le protéger. Mais au final, l'enquête a conclu qu'aucune personne ni aucun organisme n'aurait raisonnablement pu prévoir que Grégoire serait l'auteur du meurtre de son fils. Peu de temps après avoir perdu son fils, Rosie a courageusement pris la parole dans les médias pour parler de la réalité de la violence domestique dans la société, et elle est devenue ambassadrice depuis lors. Elle a créé la Luke Batty Foundation le même mois que la perte tragique de son fils et a été nommée Australienne de l'année en 2015. Rosie a également dit à propos de Luke, « Luke était presque aussi grand que moi. Il était sensible, il aimait le footy, il aimait le cricket. Il était pétillant, il était drôle. Ce n'était pas le meilleur élève, mais il était intelligent et il aimait l'école. » Elle a également dit que Luke aimait son père et qu'il souffrait parce qu'il savait que son papa avait des difficultés. Elle a ajouté que c'était un garçon dans un corps qui grandissait, ressentant douleur, tristesse et peur pour sa maman. Il pensait toujours être en sécurité avec son père. Des centaines de personnes ont assisté à une veillée aux chandelles dans la nuit du 13 février 2014 sur le terrain de sport où Luke est décédé. Les funérailles de Luke Batty ont eu lieu le 20 février 2014. Des centaines de proches et camarades de classe sont venus au Flinders Christian Community College lui rendre hommage. Son cercueil jaune était orné de fleurs éclatantes et d'une peluche de Bob l'éponge. Eh bien, merci d'avoir écouté l'histoire de Luke aujourd'hui. J'ai beaucoup de mal à croire que les institutions n'auraient pas pu faire plus pour protéger Luke de son père. Ce n'est pas parce qu'il n'avait jamais montré de colère ou d'agressivité envers Luke qu'il aurait dû être près de lui. Il était délirant, avait menacé la vie de plusieurs personnes et la police savait même qu'il regardait des images inappropriées d'enfants, mais ils n'ont rien fait. Bien sûr, Grégory était le seul à blâmer au final. Mais je pense absolument que la police et les services sociaux auraient pu faire plus pour protéger Luke. Qu'en penses-tu là-dessus ? Aramaz Andresian Jr., surnommé Peaky, est né le 19 février 2012 à Baldwin Park, en Californie. Ses parents étaient Arasmad Andresian Sr. et Anna Estevez. Peaky était enfant unique. On disait qu'il avait une vieille âme et il semblait attirer toutes sortes de personnes et d'animaux vers lui. Sa mère disait qu'il était un vrai rayon de soleil, apportant du bonheur partout où il allait. Peaky aimait aussi explorer la nature et faire du jardinage. Anna a dû se battre durement pour devenir mère. Peaky était son bébé miracle. Elle avait subi de nombreuses tentatives de fécondation in vitro, dépensant des milliers.
Elle avait également fait 5 fausses couches avant de finalement concevoir Picky. Inutile de dire que Picky était tout pour elle. Elle aimait ce petit garçon plus que tout. Il était son meilleur ami. Donc, à un moment donné, avant le 5e anniversaire de Picky, ses parents ont fini par divorcer. Et c'était un divorce difficile, et cela a entraîné une bataille pour la garde encore plus pénible. Le tribunal a finalement ordonné que les deux aient la garde partagée de Picky. Selon les termes de leur accord de visite, le couple était censé se retrouver sur un terrain neutre pour se transmettre la garde de Picky. Ils se retrouvaient généralement au commissariat ou dans un parc à proximité. Pendant leur procédure de divorce, le couple s'était échangé des accusations. Ahramaz a allégué qu'Anna avait donné une fessée à leur fils, utilisé des grossièretés et parlé d'emmener le garçon à Cuba. Ahramaz a déclaré qu'il était préoccupé par le fait que le père d'Anna pratiquait la religion de la Santeria et avait une fois sacrifié un coq devant l'enfant. Je veux dire, c'est un peu inquiétant. L'enfant n'a que 5 ans et le père d'Anna a sacrifié un coq devant lui. Je suis inquiète si c'est vrai. Anna a dit que son mari avait faussement déclaré qu'il était le principal responsable de l'enfant pendant la journée, alors qu'elle a affirmé que c'était toujours sa mère et son père qui s'occupaient de lui pendant qu'elle travaillait. Anna a aussi dit que le père de Picky avait un problème de jeu ainsi qu'une dépendance aux médicaments sur ordonnance. Elle a dit qu'avant leur divorce, il lui avait dit que si jamais quelque chose arrivait entre eux, il emmènerait Picky soit en Iran, soit en Arménie. Inutile de dire qu'elle ne faisait pas confiance à son ex-mari. Je ne lui ferai pas confiance non plus. Donc, l'une des choses qu'elle a faites pour se protéger, elle et son fils, a été d'installer une caméra embarquée dans sa voiture afin d'avoir un enregistrement de chaque échange de Picky entre elle et son ex-mari. Le 15 avril 2017, Ahramaz devait venir chercher Picky et passer la semaine avec lui. Il allait même emmener le petit garçon à Disneyland. Et si vous regardez les images de la caméra embarquée de ce jour-là, vous verrez qu'Ahramaz était agité et qu'il avait l'air nerveux, comme si quelque chose n'allait pas chez lui. Anna avait l'air d'aller bien, tout comme Picky, mais lui... Regardez. Anna était tellement préoccupée par le comportement du père de Picky qu'elle a décidé d'enregistrer tous leurs échanges à la caméra. Ce qui nous paraît inhabituel, c'est ce que vous voyez lorsqu'elle serre Picky dans ses bras et lui dit au revoir. Aura fait les 100 pas en arrière-plan. Il semble agité, nerveux et son comportement est juste étrange. Et tu vois l'affection qu'ils ont l'un pour l'autre, puis regarde Aura en arrière-plan. À ce moment-là, Picky lui chuchote à l'oreille et lui parle. Il lui donne un baiser. Tu le verras caresser ses cheveux. Il lui a chuchoté « Je ne veux pas aller avec lui. Je veux rester avec toi. » Donc, après une semaine, le 22 avril à 8h du matin, le couple devait se retrouver pour rendre Picky à sa mère. Anna est arrivée à l'endroit prévu, anxieuse de revoir Picky. Cela faisait une semaine entière et il lui manquait énormément. Cependant, elle a fini par attendre pendant des heures. Et Picky et Ahramaz ne sont jamais venus. Et Ahramaz ne l'avait pas non plus contacté. Elle était extrêmement inquiète. Elle ne faisait déjà pas confiance à son ex-mari. Et maintenant, elle n'avait aucune idée ni aucun moyen de savoir où il était, ni où était son fils. Ce même jour, à seulement quelques kilomètres de là, dans un parc de South Pasadena, des enquêteurs travaillaient sur une affaire quelque peu étrange. Quelqu'un avait appelé pour signaler une voiture garée dans le parc, toutes portes ouvertes, et un homme allongé à quelques mètres de là, face contre terre, apparemment inconscient. Lorsque les agents sont arrivés sur les lieux, ils ont vite compris que cet homme était Ahramaz Andresian. Ahramaz était allongé à moitié conscient à environ 10 à 12 mètres de sa BMW, au milieu d'un parking du parc Arroyo à South Pasadena. Il était aussi quelque peu délirant. Ses mains étaient égratignées et ses ongles étaient remplis de terre. Ahramaz a été envoyé à l'hôpital, mais Picky était introuvable. Et Ahramaz ne disait pas grand-chose, car il était sous l'effet puissant de médicaments sur ordonnance à ce moment-là. Lorsque Ahramaz a été amené à l'hôpital, on a découvert qu'il avait une petite éraflure sur la tête, ainsi que des égratignures sur les bras et les mains, et il s'était plaint d'ecchymoses aux côtes. Cependant, l'hôpital ne savait pas où ni qui lui avait infligé ces blessures. Ahramaz était sous l'influence d'opiacés ainsi que d'autres médicaments sur ordonnance. Les détectives avaient fouillé la voiture retrouvée près du corps d'Ahramaz, la BMW.
et à l'intérieur, ils avaient trouvé un flacon de médicaments sur ordonnance qui ne lui appartenait pas. En plus de cela, un bidon d'essence et des allumettes ont été trouvés à l'intérieur de la voiture. Et l'intérieur de la voiture avait été complètement aspergé d'essence. Et il y avait un chiffon enfoncé dans le réservoir d'essence. Armaz a fait une déclaration au détective le 28 avril, disant que le matin du 22, lui et Peaky s'étaient rendus à l'endroit prévu pour rencontrer sa mère pour l'échange. Armaz a dit qu'il avait ensuite pris les comprimés pour une raison ou une autre et que son prochain souvenir, c'était de s'être réveillé à l'hôpital. Une bonne Samaritaine l'avait trouvé par terre et Peaky était introuvable à ce moment-là. Armaz a dit qu'il n'avait aucune idée d'où Peaky était allé, car il était avec lui juste avant de perdre connaissance. Il a dit à la police qu'il pensait avoir peut-être été attaqué ce jour-là au parc. Pendant qu'Armaz parlait avec la police, il ne leur a pas demandé une seule fois s'ils avaient déjà retrouvé son fils. Il a plutôt tenté de détourner l'attention vers son ex-femme, affirmant qu'elle était probablement liée à la disparition de Peaky. Armaz a dit à la police qu'il avait l'impression d'avoir été piégé par Anna et qu'elle le suivait ces derniers temps, ce qui lui faisait peur. Il leur a parlé de la façon dont le divorce s'était mal passé et a commencé à dire que peut-être Anna l'avait fait suivre ce jour-là et que la personne qu'elle avait chargée de le suivre était celle qui l'avait attaqué. La police a décidé de placer Armaz en garde à vue à ce moment-là, soupçonné de mise en danger d'enfant. Cependant, il a été libéré seulement 3 jours plus tard car la police n'avait pas assez de preuves pour le maintenir en détention. Quoi qu'il en soit, Armaz est resté le principal suspect pour la police. Car après sa première déclaration, il a cessé de parler avec la police et a engagé un avocat. Vous savez ce que font les innocents quand leur enfant disparaît. Il ne s'est pas non plus beaucoup impliqué dans la recherche de Peaky. Lorsque Armaz a été écroué, il a même fait un commentaire étrange à l'agent chargé de son admission en disant « Je parie qu'il me voit déjà comme une sorte de Cassie Anthony et je parie que je fais déjà la une des infos. » Pourquoi quelqu'un voudrait-il jamais se comparer à Casey Anthony? À ce stade, une vaste opération était lancée pour retrouver Peaky et Dresian. Dans leur recherche approfondie du garçon disparu, les autorités avaient mobilisé un drone, des chiens cadavériques, des centaines de bénévoles et du personnel de recherche et de sauvetage. La dernière fois que Peaky a été vu, c'était sur des images de vidéosurveillance, quittant le parc Disneyland avec son père vers 1h du matin le 21 avril. Les deux avaient visité le parc le 20 avril. Donc, même si cela semble suspect qu'Armaz puisse être impliqué dans la disparition de son fils, il n'avait également aucun casier judiciaire. Même pas une contravention pour excès de vitesse. La police ne croyait pas à l'histoire d'Armaz, selon laquelle les pilules l'auraient rendu inconscient et qu'il ne se souvenait plus de rien après cela. Ça ressemblait à une histoire inventée. Ils pensaient qu'ils savaient où se trouvait Peaky. Personne ne pouvait confirmer avoir vu Armaz ou Peaky le 22 avril à Arroyo Park. Mais faute de preuves, les détectives ne pouvaient pas l'arrêter. Ils ont donc passé les 2 mois suivants à monter un dossier contre Armaz et à essayer de prouver sa culpabilité. Ils le surveillaient et parlaient aux personnes qu'ils connaissaient. Alors que la mère de Peaky sortait chaque jour et chaque nuit pour essayer de retrouver son fils, tu sais ce qu'Armaz faisait de son côté? Oh, tu ne devineras jamais. Il faisait la fête à Las Vegas, et pas juste une fois, comme pour un enterrement de vie de garçon ou quelque chose comme ça. Plusieurs fois. Il faisait des allers-retours entre Los Angeles et Las Vegas pendant ces 2 mois pour faire la fête. Donc, clairement, retrouver Peaky n'était pas sa priorité. Pendant qu'Armaz était à Las Vegas, non seulement il a fait du parachutisme, mais il est aussi allé voir un match de boxe, a fait appel à des prostituées, a consommé pas mal de drogue et a changé d'apparence. Bienvenue à Skydive Las Vegas, comment ça va? Super, super. Évidemment, tu te sens particulièrement stupide aujourd'hui. Je pensais que je devais te jeter hors d'un avion à cause de ça. Salut mec, c'est ta dernière chance de te désister. Oh! Non. Je t'aime mon pote. C'est comme ça qu'il appelait Peaky. Je suis prête à y aller, peu importe. Allons-y. Et il saute de l'avion. Cela n'a fait qu'éveiller davantage les soupçons de la police,
Quel genre de père va faire la fête alors que son fils a disparu? Comment peux-tu t'amuser alors que ton enfant est dans un endroit inconnu? La police a rapidement découvert que les relevés téléphoniques d'Armaz montraient qu'il avait complètement éteint son téléphone portable juste avant le voyage à Disneyland qu'il avait fait avec son fils. Cela signifie qu'il n'y a eu aucun signal toute la journée. Ils n'ont pas pu le localiser. Il cachait l'endroit où il était allé. Donc, en plus des flacons d'ordonnance et des bidons d'essence que les autorités avaient retrouvés dans la BMW, ils ont aussi trouvé 2 grands couteaux, un sweatshirt d'enfant avec une sorte de pellicule blanche dessus qui semblait être du vomi, et la photo d'échographie de Peaky directement sur le tableau de bord, sous la radio. Après avoir examiné l'ordinateur d'Armaz, ils ont trouvé des preuves encore plus accablantes. Ils ont vu que, au cours des 2 dernières semaines, il avait non seulement rédigé un testament sur son ordinateur, mais qu'il avait aussi recherché des zones très boisées à moins de 2 heures de route de la région de Los Angeles. Donc, les détectives avaient toutes ces preuves circonstancielles, mais ils n'avaient aucune preuve ADN et ils n'avaient toujours aucune idée d'où se trouvait Peaky. Des équipes de recherche ont fouillé 30 miles de terrain ainsi que le lac Cachuma à proximité. La police a rassemblé plusieurs images de vidéosurveillance enregistrées dans la zone du lac et ce qu'ils ont vu les a troublés. Ou dans ce cas, ce qu'ils n'ont pas vu, c'était Peaky. Mais ils ont bien vu Armaz là-bas, seul. À ce stade, les enquêteurs étaient certains que Peaky était mort. Ils avaient établi une chronologie, pensant qu'Armaz avait quitté Disneyland à 1h du matin avec Peaky et qu'il lui avait fallu environ 5 heures pour se rendre dans la région du lac Cachuma. Il avait d'abord cherché dans un rayon de 2 heures, mais il a sûrement élargi la zone car il n'y avait pas assez de forêt à proximité. C'est là que les détectives pensent qu'il a tué Peaky et s'est débarrassé de lui. Vers 8 heures du matin. Le lendemain matin, vers 8 heures, Armaz apparaît de nouveau sur les images de vidéosurveillance près du lac, seul. De là, il a conduit jusqu'à South Pasadena, où la police l'a trouvé allongé par terre à 6 heures du matin. On aurait dit qu'il allait mettre le feu à la voiture après s'être débarrassé de Peaky. Les détectives avaient aussi l'impression qu'il allait ensuite en finir avec lui-même, pour ainsi dire. Personnellement, je pense qu'il a juste voulu donner cette impression pour pouvoir dire « Oh, pauvre moi !» et non pas « Oh, je suis une personne horrible et maléfique qui a fait ça à mon fils, puis qui est allé s'amuser à Las Vegas après. » Mais ce n'est que mon avis. Ils affirment qu'il a pris trop de médicaments sur ordonnance et s'est évanoui avant d'incendier sa voiture. Donc, le 23 juin, 2 mois après la disparition du petit Peaky Andresian. La police a arrêté son père. À Las Vegas, tout de même, ils l'ont arrêté pour un meurtre sans corps. Au moment de son arrestation, il était hostile et agressif envers les agents. On a découvert qu'il prenait encore des médicaments sur ordonnance, sans surprise. Il a aussi dit quelque chose comme « Oh, vous avez dépensé 7 millions de dollars pour essayer de le retrouver et vous n'y êtes toujours pas arrivé ?» Sympa. La police a remarqué qu'Armaz s'était aussi décoloré les cheveux et qu'il avait récemment fait une demande de passeport. Comme s'il avait un endroit où aller. Cependant, la petite Peaky, âgée de 5 ans, n'avait toujours pas été retrouvée. Quand Armaz était à la prison de Las Vegas, la police a tenté à nouveau de l'interroger pour obtenir des informations sur la localisation de son fils. Ils ont de nouveau échoué. Ils ont fouillé le lac où Armaz apparaissait sur les images de surveillance, sans rien trouver. Les détectives ont alors informé Anna de la vérité. Ils ne voulaient pas qu'Anna garde un faux espoir de retrouver Peaky vivant. Vu la façon dont Armaz se comportait, ils étaient presque certains que Peaky était mort. La nouvelle a été extrêmement difficile à entendre pour Anna, mais cela ne l'a pas empêchée de continuer à chercher son fils et d'espérer qu'il pourrait encore être retrouvé vivant. Ils avaient donc leur suspect derrière les barreaux, mais la police ne savait pas comment elle allait lui soutirer des informations pour retrouver Peaky. Ils avaient cherché partout et n'avaient rien trouvé. La seule personne qui allait probablement pouvoir les aider à ce stade, c'était Armaz. Et il ne disait rien. Alors, que pouvait-il faire? Mais, de façon totalement inattendue, le 30 juin, Armaz a dit à la police qu'il voulait leur parler de l'affaire. Il a dit qu'il voulait leur dire où se trouvait son fils et ce qui s'était passé cette nuit-là. Il leur a tout avoué, sans accord de plaidoyer, ni rien du tout. Armaz a raconté à la police ce qui était arrivé à Peaky.
Je veux vous dire exactement ce qui s'est passé. Je ne veux pas en tirer profit. 500 et tous les dégâts. I looked at him. I took off my necklace, the one of my father, and the cross. Je l'ai mis sur lui. J'ai mis le chèque dessus. Je m'en souviens juste et j'ai commencé à me débattre. Je devenais beaucoup plus fort et puis je détestais vraiment ta mère. J'ai besoin de quelqu'un. Je suis remonté dans la voiture. Armaz avait trouvé un moyen de blesser Anna plus que tout ce qui aurait pu lui faire du mal. Finalement, il a dit au détective où il pouvait trouver Peaky. Le corps de Peaky a été retrouvé à Vista Point, qui est un point d'observation du barrage Bradbury au lac Cachuma. C'est une région très montagneuse, très boisée. Quand ils ont trouvé Peaky, il n'avait même pas été enterré. Il était allongé, appuyé contre un arbre, avec quelques broussailles posées sur lui. Armaz l'avait changé en pyjama et l'avait installé là, contre l'arbre. Il a dit au détective qu'il pensait qu'il était plus honorable de laisser le corps de son fils plutôt que de l'enterrer. Les autorités pensent qu'Armaz n'a plaidé coupable que parce qu'il savait que si l'affaire allait jusqu'au procès, tout le monde découvrirait tous les détails horribles. Il voulait donc éviter cela. Égoïste jusqu'au bout, sa fierté et son image de soi étaient plus importantes que son propre fils. Il n'aimait pas non plus être vu dans le gilet qu'il portait au tribunal. Il a dit à son avocat que c'était humiliant, qu'il détestait ça et qu'il fallait faire tout ce qu'il pouvait pour l'en débarrasser. Pauvre petit, mais si Armaz Andressian pensait que plaider coupable le sauverait de l'humiliation, il se trompait. Le jour de sa condamnation, le 23 août 2017, la famille de Peaky a envahi la salle d'audience avec une émotion brute et bouleversante. Anna a déclaré au tribunal « Armaz Andressian Senior, j'ai pitié de vous. Vous êtes un échec en tant que père. Vous êtes un raté en tant qu'homme et un raté en tant qu'être humain. J'espère que vous revivrez chaque jour l'image de vous en train de tuer mon bébé pour le reste de votre vie insignifiante. Et quand vous mourrez, que votre âme sombre brûle dans les flammes éternelles de l'enfer, où je ne doute pas que vous recevrez le châtiment que vous méritez, dans cette vie comme dans l'autre. » Armaz voulait faire une déclaration avant sa condamnation, mais juste avant de parler, il a changé d'avis. Son avocat a dit qu'il ne connaissait aucune situation en 20 ans de carrière où un plaidoyer de culpabilité pour meurtre au premier degré avait été prononcé aussi rapidement. Ce qui est absurde, car il était clairement à Vegas pendant des mois, sans dire où se trouvait son fils. Alors, de quoi parlez-vous ? Armaz Andressian a été condamné à une peine de 25 ans de prison au minimum, pouvant aller jusqu'à la perpétuité pour meurtre au premier degré. Cependant, il sera éligible à une libération conditionnelle après 25 ans. Il a reçu la peine maximale pour une affaire de meurtre au premier degré, sans peine de mort. Il n'y avait pas suffisamment de preuves pour établir la circonstance spéciale qui l'aurait exposé à la peine de mort. Le procureur a déclaré que s'ils avaient pu le demander, ils l'auraient absolument fait dans cette affaire. Anna Estevez était à juste titre en colère contre les services de protection de l'enfance. Elle s'était battue si fort pour obtenir la garde exclusive de son enfant. Elle craignait que son mari ait de mauvaises intentions. C'est pourquoi elle avait même installé une caméra embarquée dans sa voiture. Mais au final, sa demande de garde exclusive a été refusée et Peaky a été mis en danger. Elle a dit que les services de protection de l'enfance sont en partie responsables de la mort de Peaky. Il semble évident que la haine d'Armaz envers son ex-femme Anna était si forte qu'il était prêt à tout, allant jusqu'à sacrifier son fils ainsi que sa propre liberté au final. Les funérailles ont eu lieu le 18 juillet 2017 à l'église de la Sainte Famille à South Pasadena pour Armaz Peaky Andressian Jr. qui n'a jamais dépassé l'âge de 5 ans. Un enterrement privé a ensuite eu lieu. 9 mois après la mort de Peaky, un banc lui a été dédié au parc Garfield de South Pasadena. Le banc donne sur l'aire de jeu qu'Anna dit être la préférée de Peaky.
Une plaque à l'avant du banc indique « En mémoire de Peaky, tu es mon rayon de soleil, mon seul rayon de soleil. » Eh bien, merci d'avoir écouté toute l'histoire de Peaky aujourd'hui. Je ne comprendrai jamais comment quelqu'un peut être aussi en colère contre une autre personne au point de vouloir faire du mal à un innocent, surtout à un enfant. Donc, je pense que ce qui me met encore plus en colère dans cette affaire, c'est que cette pauvre femme a essayé pendant des années d'avoir un bébé et elle a enfin réussi. Et puis ce salaud le lui a enlevé. Ça me met hors de moi. Peaky n'était rien d'autre qu'un pion dans le jeu de son père pour se venger de sa mère. C'est malsain et tordu. Et j'espère qu'il passera le reste de sa vie en prison. Il ne devrait surtout pas obtenir de libération conditionnelle. Grayson Kessler est né le 6 décembre 2016 à Fort Lauderdale, en Floride. Sa mère est Ali Kessler, qui avait 39 ans lorsqu'elle est tombée enceinte de Grayson, et son père s'appelait John Stacy, qui avait 47 ans à la naissance de Grayson. Grayson était un petit garçon très heureux avec une grande imagination, et il était aussi drôle et intrépide. Il était en fait tellement heureux et rieur qu'on lui avait donné le surnom affectueux de Giggs. Le petit garçon était l'ami de tous et faisait rire chacun. Grayson aimait aussi chanter, danser, les toboggans aquatiques, Daniel Tigre, la couleur verte, les macaronis au fromage et les papillons. Ali, la mère de Grayson, a rencontré John Stacy sur une application de rencontre en 2015, alors qu'ils vivaient tous les deux à New York. Ils ont eu une relation brève, puis Ali a déménagé à Fort Lauderdale, en Floride, pour son travail. C'est alors qu'Ali a découvert sa grossesse. Puisqu'elle et John n'étaient plus ensemble et vivaient dans deux États différents, séparés par des centaines de kilomètres, Ali a décidé qu'elle élèverait le bébé toute seule. Alors elle a dit à John qu'il pouvait partir sans aucune obligation. Et John accepta cela, disant qu'il ne voulait rien avoir à faire avec la grossesse. En fait, John dit à Ali qu'elle était en train de ruiner sa vie en gardant le bébé. John se mit à lui envoyer des messages, affirmant qu'elle était une personne horrible et que ce n'était pas ainsi qu'on élevait un bébé en tant que mère célibataire. Elle lui a dit qu'elle ferait tout et qu'il pouvait partir sans aucune obligation, mais il continue quand même à la harceler. Puis, en décembre 2016, Ali a donné naissance à Grayson Martin Kessler, et elle n'a pas inscrit le nom de John sur l'acte de naissance. Comme ils étaient d'accord, il serait absent de sa vie et de celle du bébé. Pendant les 6 premiers mois de la vie de Grayson, Ali n'a plus eu de nouvelles de John, mais le soulagement qu'elle a ressenti n'a pas duré très longtemps. Vers le moment où Grayson a eu 6 mois, John a soudainement déménagé de New York en Floride et a essayé d'obtenir la garde partagée du petit garçon. John a également demandé que le nom de famille de Grayson soit changé pour porter le sien. Bien qu'Ali ait refusé cette demande, il a été autorisé à voir son fils. Environ tous les 2 jours, Grayson passait de la maison d'Ali à celle de John. Et c'est quelque chose pour lequel Ali continuerait de se battre tout au long de la vie de Grayson, car elle savait que quelque chose n'allait pas dans la tête de John. Et le fait qu'Ali se battait pour obtenir la garde exclusive de Grayson poussait John à passer d'un extrême à l'autre. Il voulait qu'il soit une famille, lui, Ali et Grayson. Dans un message, il disait « Je veux une maison, je veux un jardin, je veux un chien. Je ne trouverai jamais quelqu'un de mieux que toi. Et tu as mon fils. » Puis dans un autre message, il écrivait « Tu as ruiné ma vie, espèce de merde. » Mais ensuite, John changeait à nouveau. Il voulait de nouveau être avec Ali et il lui envoyait des messages en disant « Je sais que tu penses que je suis fou, et c'est vrai. Fou de toi. Au lieu de m'appeler John à l'avenir, tu peux m'appeler mon amour. » Bientôt, John a commencé à envoyer jusqu'à 60 messages d'affilée à Ali, la harcelant sans arrêt. Puis, quand Ali a commencé à sortir avec un nouvel homme, vers le moment où Grayson a eu 4 ans, John est devenu encore plus jaloux. Et il a de nouveau commencé à l'inonder de messages encore plus inquiétants. Encore et encore, John menaçait Ali, lui envoyait des messages dégradants, violait des accords signés et refusait de payer l'école ou les activités de Grayson. À ce stade, il n'était pratiquement d'accord avec rien de ce qu'Ali disait. Puis, le 14 mai 2021, il a envoyé un message à Ali disant qu'elle n'avait pas le droit de sortir avec quelqu'un d'autre, parce qu'apparemment il pense qu'il est aussi son père maintenant. Le message de John disait « C'est soit moi, soit personne. Ou bien je supprimerai la pension alimentaire et je multiplierai par 5 le nombre de messages.
Le choix t'appartient, Ali. Et dans un autre message, il lui disait « Tu récoltes ce que tu mérites. Tu n'es même pas humaine. Tu mérites d'avoir la tête séparée du corps, mais je ne suis pas du genre violent. Dieu s'occupera de toi. » À ce stade, Ali ne voulait pas que son fils Grayson aille avec son père. Il était clairement mentalement instable. Ali a aussi commencé à envoyer des textos quotidiens à son avocate avec des captures d'écran de la folie de John. Ali pensait que cela mènerait à quelque chose, que John subirait une forme de répercussion, mais ce ne fut jamais le cas. Quelques jours plus tard, le 19 mai, Ali a décidé de déposer une ordonnance de protection pour essayer d'éloigner John d'elle et de Grayson. Ali a dit au tribunal que John l'a traqué et qu'il était complètement obsédé par l'idée qu'ils devaient être en couple. Il était obsédé par l'idée fantaisiste que tous les trois vivent ensemble et qu'ils vivent heureux jusqu'à la fin de leur jour. John avait aussi harcelé Ali en ligne. Il créait de faux comptes sur les réseaux sociaux pour pouvoir la surveiller, ainsi que sa famille et ses amis. Il avait aussi examiné les rapports de crédit et des vérifications d'antécédents d'Ali et de sa famille. John avait même dit à Ali que sa mission dans la vie était de la faire souffrir. Elle avait apporté au tribunal plus de 250 pages de documents remplis de messages textes contenant des menaces ainsi que des preuves du comportement erratique et de plus en plus inquiétant de John. Sur les documents remis au tribunal, Ali avait même écrit en grosses lettres sur la première page « Je crains pour ma vie, pour celle de mon petit ami et surtout pour celle de mon fils ». La juge refusa l'ordonnance, estimant qu'il manquait de preuves de harcèlement physique. Et ce soir-là, le 19 mai, John est venu chercher Grayson pour son droit de visite ordonné par le tribunal, et Ali n'a eu d'autre choix que de le laisser emmener son fils. Et comme si les choses n'étaient pas déjà assez graves, John a commencé à envoyer des messages textes et à laisser des messages vocaux sur le téléphone d'Ali, lui disant qu'il savait où elle était et ce qu'elle faisait. Et il semblait que John savait qu'Ali était allé au tribunal ce jour-là, et il n'était pas très content de cela. Dans un message à Ali ce jour-là, John a dit « Tu veux une ordonnance de protection juste pour des textos ? Ce serait catastrophique pour ma carrière. J'espère que tu le sais. » La pension alimentaire disparaîtrait, et cela ne ferait qu'attiser les tensions. Si tu ne réponds pas, je supposerai que c'est un oui. Et quand elle ne lui a pas répondu, il lui a envoyé un autre message, furieux, disant « De toute façon, j'ai demandé gentiment, fais comme tu veux. » Puis, à 1h21 du matin, le 20 mai, John a de nouveau envoyé un message à Ali, lui demandant encore si elle avait obtenu l'ordonnance de protection. Un autre message a été envoyé à 3h06 du matin, disant « Est-ce que tu m'enlèves Grayson ?» Le lendemain, c'est-à-dire le jeudi 20 mai, Ali a emmené sa voiture chez le concessionnaire Lexus pour faire la rotation de ses pneus. Pendant qu'elle était là, un des mécaniciens qui travaillait sur la voiture d'Ali lui a demandé si elle savait qu'il y avait un dispositif de suivi fixé sous sa voiture à l'aide d'aimants. Elle n'en avait aucune idée. Mais Ali avait tout de même un pressentiment, car John lui avait récemment dit qu'il savait où elle était allée. Après avoir trouvé le traceur, Ali s'est rendu au commissariat pour porter plainte contre John. Une enquête serait ouverte le même jour. Malheureusement, l'affaire ne ferait l'objet d'aucun suivi avant encore 4 jours. Maintenant qu'Ali avait découvert le dispositif de suivi sous sa voiture, John ne répondait plus à ses messages. Et cela était très inhabituel, car normalement, il la bombardait constamment de messages. Ali était inquiète, alors elle a appelé la maternelle de Grayson et ils lui ont dit que le petit garçon n'était pas venu ce jour-là. À ce moment-là, elle est devenue paniquée. Terrifiée, Ali a appelé la police 6 fois ce jour-là pour leur demander d'aller à l'appartement de John pour vérifier que tout allait bien. La première fois, Ali s'était rendue chez John au condo La Solace by the River et elle y a rencontré la police. Quand ils ont frappé à la porte de John, personne n'a répondu et ils lui ont dit qu'ils ne pouvaient rien faire de plus parce que Grayson était avec un parent. Cependant, elle a continué à appeler la police toute la journée, leur demandant encore et encore de effectuer des vérifications pour s'assurer que tout allait bien. Malheureusement, ils n'ont jamais réussi à joindre John ni à découvrir où se trouvait Grayson ce jour-là. Ne sachant pas quoi faire d'autre, Ali est allé au tribunal et a déposé une requête pour faire récupérer son fils en urgence. Ali craignait que Grayson soit en danger. Elle ne savait pas de quoi John était capable. Son avocate a écrit dans la requête que le père retenait illégalement l'enfant mineur et que la mère était à juste titre préoccupée par le fait que le mineur puisse être blessé pendant qu'il était sous la garde de son père. Mais cette demande urgente de remise de l'enfant serait également refusée.
La juge justifierait cela en disant que la requête ne présentait pas d'urgence puisqu'elle traitait de la question du droit de visite de l'enfant. Mais Ali n'avait aucune idée d'où se trouvait son fils ou son ex, et elle pensait que John l'avait peut-être même emmené dans un autre état. Et même la famille de John disait aux autorités qu'elle craignait qu'il ne se fasse du mal ou qu'il ne fasse du mal à son fils. Mais les autorités ne changeaient pas de position. Donc, puisque personne dans le système judiciaire ne faisait rien pour Ali, elle a décidé de contacter la personne auprès de qui John louait son appartement et de demander si elle pouvait engager un serrurier pour entrer par effraction. La propriétaire a accepté et Ali a reçu un message à 23h50 ce soir-là, lorsque le serrurier ainsi que la police sont arrivés à l'appartement de John. Ils lui ont dit qu'ils allaient entrer par effraction chez John et la recontacteraient. Ali attendit alors anxieusement des nouvelles de son fils. Il a fallu attendre plus de 5 heures pour avoir des nouvelles de la police. Et ce ne serait ni par appel téléphonique, ni par message. La police se présenterait à la porte d'Ali le 22 mai vers 5 heures du matin. Ils lui ont alors annoncé qu'ils avaient retrouvé les corps de John et de son fils Grayson dans le salon de son appartement. John avait tiré une balle dans la tête de Grayson avant de retourner l'arme contre lui-même. Aucun d'eux n'avait survécu. John s'était inquiété que son comportement troublant ait poussé Ali à demander une ordonnance d'éloignement. Et ensuite, il craignait que cela l'empêche de revoir son fils. Il craignait aussi que sa réputation soit ruinée. Il ne voulait pas perdre Grayson, mais il ne voulait pas non plus qu'Ali l'ait. Dans le système judiciaire, tous disaient à Ali qu'il n'y avait aucun motif légal suffisant de retirer Grayson de la garde de son père. Comme elle le disait, ils se rejetaient tous la faute les uns sur les autres. Et maintenant, il était trop tard. Ali disait qu'avant cette semaine de mai, elle n'aurait jamais pensé que John ferait quoi que ce soit pour blesser son fils. Elle, peut-être, mais jamais Grayson. Mais elle avait soupçonné que quelque chose n'allait pas, et elle avait cherché de l'aide, mais on lui avait continuellement refusé et ignoré. Dave Ratterman, une connaissance avec qui John prenait souvent un café, a dit que John avait laissé sa vie à New York pour être un père pour Grayson. Il ajoutera qu'il n'avait jamais vu quelqu'un aimer son fils autant que John. J'imagine donc qu'il n'a jamais rencontré d'autres parents. C'est la seule explication. Pour ses amis, John n'avait jamais semblé en colère ou violent. Il le décrivait comme sympathique et vraiment gentil, mais il était un peu distant et ne laissait pas beaucoup de gens s'approcher de lui. Et apparemment, John avait été membre de la secte Mooney à un moment donné. Il avait été recruté à New York alors qu'il n'avait que 18 ans. Et à un moment donné, il a même participé à une cérémonie de mariage de masse et s'est marié avec une épouse japonaise. Il était resté membre de cette secte pendant 5 ans, et lorsqu'il en est parti, il n'a jamais reçu ni cherché aucune forme de thérapie ou d'aide pour ce qu'il avait traversé. Dans une cagnotte GoFundMe pour Grayson destinée à financer les frais funéraires et juridiques, la famille a exprimé sa douleur devant l'absence du garçon et combien le monde est plus sombre sans lui. Ils ont aussi affirmé que la police, la protection de l'enfance et la justice pénale avaient échoué. Grayson et Ali, qui avaient déposé plusieurs demandes d'ordonnance d'urgence pour éloigner Grayson de son père, lequel envoyait des messages textes et des courriels menaçants à Ali, adoptant un comportement effrayant. Si le juge avait approuvé l'ordonnance de protection déposée par Ali, Grayson serait encore parmi nous aujourd'hui. Ali a dit à propos de son fils Grayson « Je veux qu'on se souvienne de lui et qu'on lui rende hommage, et sensibiliser les gens à ce qui se passe. C'est un cauchemar. Chaque jour, c'est une lutte de se réveiller. Ce qui me fait tenir, c'est d'aider à sensibiliser. Je refuse que sa mort soit vaine. Non seulement j'ai perdu un fils, mais j'ai aussi perdu ma vie. Je ne suis plus une maman. Mon univers tournait 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 autour de Grayson. Lui préparer à manger, l'emmener quelque part. Ali, refusant que la mort de son fils soit vaine, a collaboré avec les législateurs de Floride pour faire adopter la loi de Grayson. En décembre 2021, un projet de loi a été déposé proposant de réformer les procédures des tribunaux de garde qui, auparavant, négligèrent les preuves de maltraitance lorsqu'il s'agissait de déterminer si la garde partagée était dans l'intérêt supérieur de l'enfant. En mars 2022, le projet de loi a été bloqué au Sénat de l'État de Floride, mais il a ensuite été approuvé en mai 2023 et est officiellement entré en vigueur le 1er juillet 2023 Dios. C'est ainsi qu'Ali Kessler se souvient d'elle, son fils Grayson plein de vie, joyeux, adorable. Et voici la chambre de Grayson.
Tout ce qu'elle a maintenant, ce sont les vêtements, les livres et les jouets qu'il a laissés derrière lui. Et ça, c'est la dernière chose que j'ai reçue de lui pour la fête des mères, juste avant qu'il ne soit tué, pour me rendre malheureuse. Et c'était la seule façon dont il me l'a dit. C'était la seule chose qu'il pouvait faire. Pour vraiment, tu sais, se venger de moi. Et Ali a également lancé un site web, graysonchoice.org, qui a été créé pour sensibiliser au risque de les violences intrafamiliales sous toutes leurs formes. Ils ont pour mission de développer des programmes, de l'information et des formations pour toutes les parties prenantes impliquées dans les affaires familiales. Les funérailles de Grayson Martin Kessler ont eu lieu le 26 mai 2021 au Menorah Gardens and Funeral Chapels à Southwest Ranch, en Floride. Ali a relâché des papillons aux funérailles de son fils car il les aimait beaucoup. En mai 2022, une veillée aux chandelles a été organisée pour Grayson dans son parc préféré, le parc Daiku, à Plantation, en Floride. Ici, un arbre avait été planté à la mémoire de Grayson et une plaque en son honneur a également été installée dans le parc. Eh bien, merci d'avoir écouté toute l'histoire de Grayson aujourd'hui. Cette pauvre mère ne pouvait rien faire d'autre légalement. Le dicton dit « Si vous voyez quelque chose, dites-le ». Et Ali l'a fait. Elle savait que quelque chose n'allait vraiment pas avec John. En fait, depuis des années. Mais on l'a ignoré encore et encore. Personne n'était là pour l'aider, elle ou Grayson. C'est frustrant et triste. Je suis heureuse qu'Ali ait été si forte et se soit battue pour changer les lois qu'il avait tant laissé tomber, elle et son fils. Donc si vous aimez les histoires de True Crime et que vous voulez m'entendre vous les raconter, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner ci-dessous et d'activer les notifications pour savoir quand je publie une nouvelle vidéo, ce qui arrive 2 à 3 fois par semaine. Merci d'avoir regardé Un monde maléfique. À la prochaine, prenez soin de vous. Salut! Je ne peux pas imaginer la douleur et le chagrin que ces familles ressentent ce matin. Merci de garder ces familles dans vos pensées et prières. Tyler Daniel Clinton Worley est né le 17 septembre 2009 à Indianapolis de sa mère, Brandy Worley, et de son père, Jason Worley. Il était en première année à l'école primaire Sugar Creek. Tyler était affectueux et plein d'énergie et il aimait pratiquer tous les sports possibles, y compris le football américain, le basketball, le baseball, la lutte et bien d'autres. C'était le genre de personne qui pouvait entrer dans une pièce remplie d'inconnus et en ressortir avec 20 nouveaux amis. La petite sœur de Tyler, Charlie Rose Jean Worley, est née le 26 septembre 2013 à Lafayette, en Louisiane. Elle aimait se déguiser, se faire tresser les cheveux, aller à l'heure du conte à la bibliothèque et était inscrite à la maternelle Wilson. Elle prenait aussi des cours de danse et participait à un camp de basket. Jason et Brandy Worley, parents des enfants, se sont rencontrés à l'université et fiancés après 6 mois. Ils s'étaient mariés quelques années plus tard. La relation entre Jason et Brandy n'a jamais été saine. On disait que Brandy était contrôlante et manipulatrice, et qu'elle voulait toujours savoir où se trouvait Jason à tout moment. Elle lui a même fait bloquer ses ex sur les réseaux sociaux. Mais selon Jason, il ne lui avait jamais donné de raison de se méfier à ce point. Leur premier enfant, Tyler, est finalement né avec 10 semaines d'avance. L'accouchement de Tyler a été compliqué, et lui comme Brandy ont failli mourir. Mais au lieu d'être heureuse que cela ne soit pas arrivé, Brandy était contrariée car elle avait un plan pour sa grossesse et son accouchement, et ce n'était pas ce qu'elle avait prévu. La mère refusait même d'aller voir Tyler en soins intensifs pendant un certain temps, comme si elle en voulait à son nouveau-né pour ce qui s'était passé. Puis, en mai 2015, alors que leur plus jeune, Charlie, n'avait même pas encore 2 ans, Jason a remarqué que sa femme avait mis un mot de passe sur son téléphone. Lorsqu'il l'a interrogée, elle a expliqué qu'elle préparait une surprise pour la fête des pères et ne voulait pas qu'il la découvre. Récemment, Jason avait accepté un nouveau projet et de nouvelles responsabilités au travail. Il était visiblement stressé, alors il s'est dit que Brandy faisait simplement cela par gentillesse. Mais environ 1 semaine plus tard, Brandy est allée voir son mari Jason
et lui a dit qu'elle se sentait coupable de lui cacher un grand secret. Elle dit avoir demandé à leur voisin entrepreneur de construire un bureau pour Jason. À ce moment-là, ils étaient ensemble depuis 6 ans et Brandy n'avait jamais dit qu'elle se sentait coupable de quoi que ce soit et avait toujours insisté sur le fait qu'elle ne regrettait rien dans sa vie. Alors pourquoi maintenant? Un certain temps s'est écoulé et Brandy gardait son téléphone protégé par un mot de passe. Jason l'a aussi surprise à sourire toute seule de plus en plus souvent. Il sentait que quelque chose clochait, alors un matin, il a attendu que Brandy aille sous la douche pour prendre son téléphone avant qu'il ne demande de mot de passe. C'est alors qu'il a découvert que sa femme, Brandy, avait envoyé un message au voisin dans lequel elle disait « Je suis toute couverte de glaçage. Tu veux le lécher ?» Jason découvrirait plus tard que la seule raison pour laquelle il n'avait trouvé qu'un seul message était que Brandy avait configuré son téléphone pour supprimer les messages après un certain temps. Quand il a lu ce message, Jason s'est senti plutôt mal à l'aise, mais il savait que sa femme avait un sens de l'humour pervers et il ne pensait pas qu'elle lui ferait jamais de mal. Mais au fil du temps, le voisin passait de plus en plus de temps chez les Worley à aménager le bureau de Jason à la maison, qui pour une raison quelconque, avançait de plus en plus lentement. Cela, bien sûr, rendit Jason encore plus méfiant envers sa femme, alors il lui dit qu'il allait installer un logiciel antivirus sur son téléphone portable. Mais à la place, il activa la sauvegarde GPS et mit en place la sauvegarde et la restauration des messages textes afin de pouvoir voir où elle allait et lire à distance tous ses messages depuis son ordinateur. Une fois qu'il avait installé cela, Jason découvrit des messages entre sa femme Brandy et le voisin dans lesquels sa femme décrivait des actes sexuels qu'elle voulait lui faire. Elle envoyait également au voisin des photos inappropriées d'elle-même et essayait de fixer un rendez-vous pour qu'ils puissent avoir des relations sexuelles. Jason découvrit ensuite des messages dans lesquels sa femme et le voisin se disaient qu'ils s'aimaient. Le voisin a envoyé un message à Brandy en disant « Tu es ma copine maintenant », ce à quoi elle a répondu « Je l'ai toujours été ». Le voisin a alors répondu « Et tu le seras toujours ». Jason était furieux et il a confronté les deux. Brandy, bien sûr, niait avoir jamais couché avec le voisin et niait être amoureuse de lui. Mais Jason a décidé que c'en était trop et qu'il allait la quitter. Brandy a fait savoir à son mari que s'il faisait cela, il ne reverrait jamais ses enfants. Elle l'a ensuite menacé, utilisant contre lui le fait qu'il avait tenté de se suicider au lycée pour obtenir la garde des enfants. De plus, Brandy a reproché à Jason leurs problèmes conjugaux et lui a dit qu'il était trop stressé, qu'il travaillait trop et qu'elle avait besoin de quelqu'un à qui parler. Même après toutes les menaces de Brandy, le couple a tout de même décidé de se séparer. Mais Brandy a décidé qu'elle allait raconter à Tyler et Charlie ce qui s'était passé comme elle l'entendait. Et elle l'a fait pendant que Jason était au travail, en informant les enfants que papa était en colère contre maman, donc maman devait partir de la maison. Elle a aussi dit à Tyler qu'il ne pouvait pas rester chez son père, ce qui a fait croire au garçon que son père était aussi en colère contre lui, puisqu'il devait quitter la maison comme sa mère. Cela a fait comprendre à Jason que Brandy allait probablement faire vivre un enfer à leurs enfants s'ils se séparaient. Alors il a décidé de ravaler ses sentiments et de la supplier de rester avec lui. Elle a accepté, puis a en plus insisté pour que Jason présente ses excuses aux voisins qui l'avaient confronté, disant qu'il devrait continuer à passer du temps avec eux, puisque Tyler et leur fils étaient de si bons amis. Les tensions entre Brandy et Jason se sont calmées un temps, tandis qu'ils tentaient de sauver leur mariage. Mais près d'1 an après l'incident initial, autour de la fête des pères, Brandy envoyait de nouveau des photos inappropriées d'elle-même aux voisins. Quand Jason l'a confrontée, elle a assuré que les photos étaient pour lui, pas pour le voisin. C'était une erreur. Mais il ne l'a pas cru. À ce stade, Jason ne pouvait pas s'empêcher de penser à l'infidélité de sa femme. Il ne savait pas quoi faire. Son travail en pâtissait et certaines nuits, il arrivait à peine à dormir. Tout ce à quoi il pouvait penser, c'était Brandy et le voisin ensemble. Mais en même temps, il craignait que si maintenant il demandait le divorce à Brandy après l'avoir suppliée de rester quelques mois plus tôt, elle devienne encore plus vindicative envers lui et les enfants. Alors Jason est allé sur Reddit et a publié un message sur tout ce qui s'était passé, demandant des conseils. Bien sûr, les utilisateurs de Reddit ont dit à Jason de quitter Brandy. Et plus tard, Jason a créé un autre message disant qu'au lieu d'essayer de réparer les choses avec Brandy, qui manifestement ne voulait pas arranger les choses puisqu'elle avait refusé la thérapie de couple à plusieurs reprises, il allait la quitter. Il a aussi confirmé qu'il verrait un avocat la semaine suivante et qu'il venait de déposer une demande de divorce.
Jason avait déjà discuté du divorce avec Brandy et il semblait que tous les deux étaient parvenus à un accord mutuel. Elle comprenait pourquoi ils se séparaient. Cependant, selon Jason, lorsqu'il lui a annoncé sa décision, elle est restée remarquablement calme, plus calme qu'il ne l'avait jamais vue après avoir reçu une nouvelle stressante. Le lendemain, Brandy, Jason et les deux enfants iraient au spectacle de danse de Charlie avant de rentrer à la maison pour le dîner. Après le dîner, Brandy a dit à son mari qu'elle devait aller chez Walmart pour acheter des cure-pipes pour un projet que Tyler faisait pour l'école. Puis elle est partie. Mais Brandy n'allait pas vraiment acheter des cure-pipes. À la place, elle a acheté un couteau. Pendant que Brandy était au magasin, Jason a regardé un film avec ses enfants, a fait une bataille de chatouilles avec eux, leur a donné un bain et les a préparés pour le coucher. À ce moment-là, Brandy était rentrée à la maison et Jason disait à ses enfants combien il les aimait et qu'il les verrait le matin. Il est descendu au sous-sol où il dormait sur un matelas gonflable. Brandy disait à Tyler qu'il pouvait passer la nuit dans la chambre de sa sœur Charlie avant que les enfants n'aillent aussi se coucher. Plus tôt, lorsque Brandy était rentrée de ses courses chez Walmart, elle avait pris le couteau qu'elle avait acheté et l'avait caché dans la chambre de Tyler. Puis, tôt le lendemain matin, à 4h35 le 17 novembre 2016, Brandy appelait le 911. Elle a dit qu'elle s'était poignardée elle-même ainsi que ses deux enfants. Au téléphone avec les services d'urgence, Brandy a dit qu'elle attendait la police allongée sur le canapé et qu'elle ne ferait pas de mal aux premiers intervenants. Elle a ajouté qu'elle était calme et fatiguée à cause du Benadryl pris. Margaret McCary, 911, où se situe votre urgence? 1, 2, 3, 4 rue Madison. In what town? Darlington. Et qu'est-ce qui se passe là-bas? Je viens de me poignarder. J'ai tué mes deux enfants. Vous vous êtes poignardé et tué vos deux enfants? Karen, comment tu t'appelles? Brandy Worley. Brandy comment? Oui. D'accord. Et nous y sommes. Où sont vos enfants? Dans la chambre de ma fille, par terre. Au sol dans la chambre de votre fille? D'accord. Qu'est-ce qui vous a motivé à le faire aujourd'hui? Mon mari voulait divorcer. Je voulais prendre mes enfants. Je ne le veux pas. Karen, quel âge ont tes enfants? 4 et 3 ans. Où t'es-tu poignardé? Dans le cou. D'accord. Est-ce que tu saignes? Oui, je prends l'avion partout. Ce matin-là, ce sont les cris d'horreur de la belle-mère de Jason Worley qui l'ont réveillé. Il a couru à l'étage pour la trouver dans la cuisine et sa femme Brandy dans le salon. À ce moment, Brandy s'est tournée vers Jason et a dit « Maintenant, tu ne peux plus m'enlever mes enfants ». Lorsque les policiers sont arrivés à la maison à Darlington, dans l'Indiana, ils ont trouvé Tyler, 7 ans, et Charlie Worley, 3 ans, morts dans une chambre, partiellement recouverts de couvertures, chacun présentant de profondes lacérations au niveau du cou. Un couteau de combat a également été retrouvé près de leur corps. Assise dans le salon, Brandy a calmement dit aux policiers qu'elle s'était poignardée, ainsi que ses enfants, avec un couteau. Elle a dit « Je ne voulais pas qu'ils prennent mes enfants, je voulais juste mourir avec eux ». La mère s'était d'abord mise à califourchon sur Tyler, a mis sa main sur sa bouche, puis l'a poignardé à plusieurs reprises. Quand Charlie s'est réveillée pendant cela, elle s'est tournée vers sa mère et lui a demandé ce qu'elle faisait. Brandy a répondu « Rien », et Charlie s'est retourné et s'est rendormi. Après la mort de Tyler et sûr que Charlie dormait, Brandy a aussi poignardé Charlie. La mère s'est ensuite poignardée à plusieurs reprises, mais elle ne s'est pas infligé de blessures suffisamment graves. Brandy a été emmenée dans un hôpital à Indianapolis pour soigner ses blessures, qui étaient également au niveau du cou. Lorsqu'elle a été interrogée depuis son lit d'hôpital, il a été dit que son attitude était très détachée et qu'elle parlait sans aucun remords d'avoir tué ses enfants. À sa sortie de l'hôpital, la mère de 30 ans a été inculpée de 2 chefs d'accusation de meurtre et elle a plaidé non coupable. J'ai rencontré une femme vivant près de Brandy Worley qui voulait préciser qu'elle avait aidé les enfants à faire une carte d'anniversaire pour leur mère il y a quelques jours. Voici une copie de cette carte. J'espère que vous la voyez. Il est écrit « Joyeux anniversaire, maman, de la part de Tyler et Charlie ». Et à l'intérieur, il y a cette inscription. « Tu es tellement spéciale, maman. Si jamais une maman a été aimée énormément, tu dois savoir de qui il s'agit. Je parie que tu le sais. Et si jamais un vœu était rempli de câlins et de bisous, c'est bien celui-ci.
Et maman, tu peux être sûre qu'ils sont tous pour toi. Joyeux anniversaire, Tyler et Charlie. Ceci est pour leur mère qui fêtait son anniversaire il y a quelques jours. Jason publierait en ligne après la mort de Charlie et Tyler. Et il affirmerait que Brandy lui avait suggéré de dormir sur le canapé cette nuit-là, au lieu du matelas gonflable dans le sous-sol. Il se demandait s'il avait dormi sur le canapé comme elle l'avait dit, il aurait pu sauver ses enfants, ou au moins mourir avec eux. Jason a alors dit « Un père n'a qu'un seul rôle dans ce monde, protéger ses enfants, et j'ai échoué à le faire. » L'employeur de Jason a également lancé une cagnotte GoFundMe après le meurtre de ses enfants afin qu'ils puissent recevoir de l'aide pour payer leurs funérailles. Ensuite, la mère de Brandy a également ouvert une cagnotte GoFundMe. Elle, cependant, essayait de collecter de l'argent pour la mère de Charlie et Tyler, celle qui les avait tués. Elle voulait utiliser les fonds pour les frais médicaux et juridiques de Brandy. Les ex-beaux-parents de Jason lui ont aussi causé d'autres problèmes après la mort des enfants, en changeant les serrures de la maison qu'ils lui louaient, alors que toutes ses affaires personnelles s'y trouvaient encore. Cela entraînerait une longue bataille juridique entre eux. Quant à Brandy, elle finirait par plaider coupable des accusations portées contre elle, et elle a été condamnée à 55 ans de prison pour la mort de Tyler et à 65 ans pour la mort de Charlie. Ces peines doivent être purgées consécutivement, ce qui n'est pas très courant. Jason Worley était également au tribunal lorsque Brandy a plaidé coupable et il a déclaré « Pour moi, ces enfants étaient bavis ». Il a également commenté l'attitude de Brandy au tribunal en disant « Elle semblait tout aussi dénuée de remords que lors de l'appel au 911. Elle a parlé d'une manière très factuelle en décrivant le crime. C'était déchirant de l'entendre parler ainsi. » Il a ajouté « Tout ce que je veux et tout ce que j'ai toujours voulu, c'est qu'elle disparaisse de ma vue et de mon esprit pour que je puisse tourner la page sur cette horreur. » Après leur décès, des gens laissèrent des souvenirs devant la maison des Worley sur South Madison Street en l'honneur de Charlie et Tyler. Une cérémonie en mémoire de Charlie et Tyler a également eu lieu le 22 novembre 2016 au centre communautaire de Darlington. Après la cérémonie, tous deux ont été inhumés au cimetière Green Lawn, également à Darlington. Eh bien, merci d'avoir écouté l'histoire de Charlie et Tyler aujourd'hui. Cette affaire est absolument révoltante. La raison pour laquelle cette mère a tué ses enfants, selon elle, c'est parce que Jason était sur le point de divorcer, ce qui signifiait qu'il allait lui prendre ses enfants. Mais le fait est que Brandy était celle qui a provoqué le divorce dès le départ. Elle trompait son mari et disait à l'homme avec qui elle le trompait qu'elle l'aimait. Qu'est-ce qu'elle attendait de Jason? Qu'il accepte simplement la situation? Il l'a poursuivie et a essayé de la rattraper et tout ce qu'elle disait, c'était « je ne monterai pas dans cette voiture ». Il est retourné en courant à sa propre voiture, a regardé dans le coffre et Jan, c'est là qu'il a fait cette découverte macabre. Victoria Wyatt est née le 28 janvier 2010 à Marshall, au Texas, de son père, Gary Wyatt II, et de sa mère, Stacey Parsons. On disait que Victoria était une vraie fille à papa et elle l'attendait chaque jour à la porte à son retour du travail. Elle aimait passer du temps avec son père, surtout le regarder préparer le dîner. Victoria aimait aussi regarder le film La Reine des Neiges et chanter toutes les chansons. La petite fille adorait également la couleur rose et elle avait hâte d'aller à la maternelle. Les parents de Victoria, Gary et Stacey, ont commencé à sortir ensemble en 2009 et en 2010, ils ont eu leur unique fille, Victoria. Mais ensuite, la personnalité de Stacey a commencé à changer. Elle est devenue beaucoup plus méchante avec les gens autour d'elle et à l'occasion, elle était devenue violente. Même si cela dérangeait Gary, il pensait que sa femme souffrait simplement d'une dépression postpartum et que son changement d'humeur ne serait que temporaire. Mais une partie de la raison pour laquelle l'attitude de Stacey avait autant changé était la déception qu'elle avait ressentie lorsque, avec Gary, ils avaient appris que leur nouveau bébé allait être une petite fille. Stacey avait vraiment espéré avoir un petit garçon à chérir. Elle disait même de temps en temps à sa petite fille, Victoria, qu'elle aurait préféré qu'elle soit née garçon à la place. Comme il voyait clairement que Stacey avait du mal, Gary a décidé de demander à ses parents de l'aider à surveiller leur nouveau bébé. Et même si cela semblait être la solution dont ils avaient besoin pour rendre les choses un peu moins stressantes, cela empêcherait en réalité Stacey de créer un véritable lien avec sa nouvelle fille,
Victoria. Et Gary a également commencé à remarquer que Stacy n'était pas du tout affectueuse envers sa fille. Elle ne la serrait pas dans ses bras, elle ne l'embrassait pas, et souvent elle ne lui disait pas qu'elle l'aimait. Gary expliquait le manque d'affection de Stacy par sa propre enfance difficile. Lorsqu'elle n'avait que 12 ans, elle et sa sœur avaient été adoptées et le nom de Stacy avait été changé de Mary Ann à Stacy. Elle avait aussi confié à Gary avoir été agressée sexuellement par son père adoptif lorsqu'elle était plus jeune. Donc, même si les parents de Victoria, Gary et Stacy ne s'étaient jamais officiellement mariés, ils avaient vécu ensemble pendant 6 ans et se comportaient comme mari et femme. Ils étaient donc considérés comme mariés selon la common law texane. Après la naissance de leur fille, Stacy était devenue beaucoup plus agressive verbalement envers Gary et elle l'avait giflé à plusieurs reprises. Dans la nuit du 20 juillet 2014, Gary, âgé de 46 ans, a décidé qu'il en avait assez de la mauvaise attitude de sa femme et il lui a dit qu'il voulait divorcer. Cela a provoqué une grosse dispute entre le couple, ce qui a amené Stacy à traiter Gary de tous les noms. Gary lui a alors dit qu'elle devait quitter la maison dès que possible. Cela a laissé Stacy absolument furieuse, ce à quoi Gary s'attendait. Et puis, peu de temps après leur dispute, Stacy a couché sa fille Victoria, puis elle est allée se coucher elle-même. Mais lorsque Gary s'est réveillé le lendemain matin, ni Stacy ni Victoria n'étaient nulle part et la voiture de Stacy avait disparu de l'allée. Cependant, ce jour-là, Victoria devait être inscrite à un programme de prématernelle. Alors Gary a pensé que Stacy avait simplement emmené leur fille et était partie sans lui à cause de la dispute de la veille au soir. Mais peu de temps après que Gary a découvert la disparition de sa femme Stacy et de sa fille, que Stacy est revenue dans l'allée. Elle a rapidement sauté hors de la voiture dès qu'elle s'est garée et elle était seule. Victoria était introuvable. Stacy a commencé à s'éloigner de la maison. Et Gary, accompagné d'un ami nommé Randy Dies, qui séjournait en fait avec la famille depuis quelque temps, a commencé à courir après Stacy, lui demandant où était la petite fille. Mais Stacy ne voulait pas leur dire. La seule chose qu'elle leur disait était « Je ne monterai pas dans cette voiture si j'étais vous ». Elle a ensuite continué à marcher et est allée jusqu'au poste de police. Pendant ce temps, Randy, qui avait un très mauvais pressentiment au sujet de la situation, est allé vérifier le coffre de la voiture de Stacy. Il a ouvert le coffre de la berline blanche et là, il a trouvé un sac poubelle en plastique noir avec une petite jambe qui en dépassait. C'était Victoria, 4 ans, enveloppée dans du plastique, de la mousse à la bouche, ne respirait pas. De plus, elle avait de grandes marques sur la tête, comme si elle avait été frappée avec un objet très lourd. Pris de panique, les 2 hommes ont sorti Victoria du coffre et l'ont allongée par terre. Ils ont commencé à pratiquer la réanimation, mais malheureusement, il était déjà bien trop tard. Victoria était déjà morte depuis un certain temps. Pendant ce temps, Stacy s'était rendue à pied jusqu'au commissariat de police d'Athènes et y est arrivée vers 8h45 du matin. Une fois sur place, Stacy a avoué à la police qu'elle avait tué sa fille, Victoria. Ils avaient ensuite ramené Stacy sur la scène du crime au 413 rue Martin Luther King Jr. Et une fois que la police a découvert qu'elle disait la vérité, qu'elle avait tué sa fille, elle a été arrêtée. Et Stacy n'avait pas l'air le moins du monde bouleversée lorsqu'elle a été arrêtée. La mère a ensuite été placée en détention à la prison du comté de Henderson pour des accusations de meurtre passible de la peine de mort et maintenue sous caution de 2 millions de dollars. Caution. Stacy a dit aux policiers qu'elle avait tué sa petite fille sur un pont le long de la route du comté de Henderson, 1500 ici. Elle l'avait mise dans le coffre et était rentrée chez elle à environ 8 km. Stacy a également avoué à la police qu'elle avait d'abord tenté de tuer sa fille Victoria en l'étouffant avec un oreiller alors qu'elles étaient encore dans la maison, avec Gary et leur ami Randy qui dormaient tout près. Après l'échec du plan, Stacy a emmené sa fille dans un lieu isolé hors de la ville, s'est garée près d'un pont et a conduit Victoria à un ruisseau où elle l'a frappée à la tête avec une pierre, puis poignardée avec un morceau de métal trouvé sous le pont. Et comme si cela ne suffisait pas, Stacy a ensuite déclaré à la police qu'elle avait emmené sa fille Victoria et l'avait maintenue sous l'eau dans le ruisseau jusqu'à ce qu'il n'y ait, je cite, « plus de bulles ». Lors d'entretiens ultérieurs avec les enquêteurs, Stacy leur a dit qu'elle était coupable à 100% du meurtre de sa fille. Elle a également accompagné les enquêteurs sur les lieux où elle avait tué Victoria. Une fois l'autopsie réalisée sur le corps de Victoria, il a été découvert qu'elle était morte à la suite de violences infligées par autrui. Elle avait une blessure par arme blanche à la poitrine, ainsi que des blessures par objet contondant à la tête et de l'eau dans les poumons.
exactement comme la police s'y attendait, d'après le récit de Stacy. Gary Wyatt dirait que Stacy était depuis longtemps jalouse de leur fille Victoria et elle n'aimait pas quand Gary passait du temps avec leur fille plutôt qu'avec elle. Mais même si Stacy était envieuse de leur fille depuis pratiquement le jour de sa naissance, elle n'avait jamais été violente envers Victoria. Gary a cependant déclaré qu'elle s'en prenait constamment à la petite fille verbalement. Gary dirait aussi que quelques semaines avant d'annoncer à Stacy qu'il voulait divorcer, elle lui avait dit quelque chose de troublant. Elle avait dit à Gary que s'il la quittait un jour, elle tuerait Victoria. Mais Gary a dit qu'il pensait que ce n'étaient que des paroles prononcées sous la colère et qu'il n'y avait aucune chance qu'elle passe à l'acte. Et la mère de 25 ans accusée d'avoir tué sa fille de 4 ans. La police ne spécule pas encore sur le mobile, mais le père de l'enfant dit que la mère était jalouse de la petite fille. J'aime le grand-père que nous venons de voir. FB, ton avis? Beaucoup de choses se passent ici. J'aimerais vraiment interviewer le père. Je pense que la dynamique de toute la famille est complètement... Est-ce que tu as eu la même impression étrange sur le père que moi? C'était une position vraiment étrange. Tu sais, une sorte d'attitude à adopter quand ta fille de 4 ans vient d'être assassinée par ton conjoint. Et tu sais ce qu'il a fait d'autre, Dr. Drew? Quand il parle d'elle, quand il parle de Victoria, il dit, quand il parle de sa femme, il dit « elle n'aime pas l'enfant ». L'enfant, tu veux dire Victoria, n'est-ce pas? Tu appellerais ton enfant par son prénom. Ensuite, il dit « honnêtement, je pense qu'elle était jalouse de cette petite fille ». Qui est cette petite fille? C'est ta fille. Donc il y a aussi une déconnexion entre lui et l'enfant. Très vrai. Sommes-nous même sûrs que c'est sa fille? Oh, intéressant. Je veux dire... Peut-être que ça pourrait être une autre dynamique dans cette relation qu'on ne connaît pas. Je veux dire, il me semble juste, quand je le regarde, qu'il est tellement plus âgé qu'elle. Vous ne trouvez pas ça un peu, je ne sais pas, c'est juste une dynamique un peu étrange. Mais tu sais, parfois, c'est comme quand tu sais que les gens ont probablement une sorte de maladie mentale. Quand les gens disent des choses, il faut les croire. J'ai toujours été cette personne-là. Si quelqu'un dit quelque chose, tu ne plaisantes pas en disant, par exemple, « je vais la tuer si tu me quittes ». Pourquoi tu ne le croirais pas? Les gens ont des problèmes mentaux. Elle ne sait pas s'occuper d'elle et va avoir un bébé. Forcément, il va se passer des choses graves. On le voit sans cesse, nuit après nuit. Comment crois-tu qu'on fait cette émission, Dr. Drew? Des personnes comme ça qui sont perturbées émotionnellement. Tu sais, il allait la quitter et elle a tué son bébé. De toute façon, on est tous connectés grâce aux réseaux sociaux. Erika? Oui, eh bien, ce que j'ai essayé de comprendre, pas pour la défendre, mais j'ai l'impression que ça pourrait être, et Dr. Drew ne me sautez pas dessus, mais peut-être une dépression post-partum prolongée, mélangée à son enfance, à l'adoption. Je pense que ça a été une forme extrême d'abandon pour elle. Donc, quand le père a dit « je vais divorcer », elle a atteint son point de rupture et c'est pour ça qu'elle a fait ce qu'elle a fait. Est-ce que ça le justifie ou non? Mais que ce soit Erika qui soit intervenue. Quel est le terme pour décrire un style de personnalité qui est submergé par l'abandon et qui ressent une rage écrasante lorsqu'il est confronté à l'abandon? Il y a un nom pour ça. Borderline. C'est ça. Les personnes borderline ont cette caractéristique. Je ne dis pas, et nous ne disons pas, que les personnes borderline tuent des gens. Je ne dis pas ça. Mais Erika décrivait une constellation de caractéristiques que nous associons au trouble de la personnalité borderline. Sam. Mais je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec toi, Erika. Je pense que ça a beaucoup de sens dans tout ça. Je ne pense pas que le mari soit d'une certaine manière complice dans tout ça. Je pense qu'il y a peut-être un manque d'affect chez lui. Peut-être qu'il prend des drogues dont on n'est pas au courant. Et je pense que c'est ce qui a rendu toute cette histoire un peu surréaliste. Oui. Et quand on ajoute des stimulants et des choses comme ça, la violence survient. L'ami du couple qui était présent ce jour-là, Randy, a dit que Stacy avait des antécédents de colère envers sa petite fille. D'après ce qu'il avait vu, elle traitait très mal sa fille. Et seulement quelques jours avant qu'elle ne tue Victoria, Randy a dit que Stacy avait proféré une menace contre la vie de sa fille. Apparemment, la mère avait dit à son mari, Gary, « Je préfère tuer Victoria et passer le reste de ma vie en prison plutôt que de te supporter. » Donc, elle lui a dit deux choses différentes à propos de tuer Victoria et il n'a rien fait à ce sujet. Je l'aurais immédiatement fait sortir de la maison. Et la mère adoptive de Stacy, Ruby Parsons, dirait que même si elle savait que sa fille avait mauvais caractère, elle ne l'avait jamais vue envers Victoria. Ruby a dit qu'elle avait recueilli Stacy et sa sœur après que leur vraie mère les ait abandonnés pour l'adoption. Mais chaque fois qu'on parlait de la vraie mère de Stacy, cela la plongeait dans une spirale négative. Malgré ses difficultés, Ruby a dit qu'à sa connaissance, Stacy avait été une bonne mère, très protectrice envers sa fille.
Mais si elle s'en prenait verbalement à une fillette de 4 ans, je dirais que ce n'est pas une bonne mère. Puis, en avril 2016, le procès de Stacey Parsons a été reporté à novembre de la même année. Après qu'un expert ait déterminé qu'elle était inapte à comparaître en raison de troubles mentaux, il a été dit qu'elle était incapable de répondre correctement aux questions concernant les procédures judiciaires. Après cette décision, Stacey a été admise dans un établissement psychiatrique pour y recevoir un traitement. Et en octobre 2016, Stacey a été jugée apte à comparaître devant le tribunal. Cela, même si elle avait été examinée par plusieurs psychiatres et experts de l'État et qu'on avait constaté qu'elle avait une déficience intellectuelle. On disait qu'elle avait les capacités mentales d'un enfant de 12 ou 13 ans, et à cause de cette conclusion, la peine de mort a été écartée. Stacey Parsons, cependant, n'était pas le genre de personne que l'on verrait dans la rue en pensant qu'elle était mentalement handicapée. C'était une personne très autonome qui avait vécu seule dans son propre appartement à l'adolescence, avait un emploi, un permis de conduire et gérait les finances de la famille. Stacey avait plaidé non coupable pour cause d'irresponsabilité mentale. Et si le jury la déclarait coupable, elle risquait potentiellement une peine de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Lors du procès de Stacey, l'accusation a déclaré dans sa déclaration d'ouverture que Stacey avait tué leur fille parce qu'elle était en colère contre Gary à cause de sa consommation de drogue. De plus, Gary venait tout juste d'annoncer à Stacey qu'il voulait la quitter, et Stacey ne voulait pas élever une fillette de 4 ans toute seule. Cela avait poussé Stacey à prendre la décision que si Gary voulait être seul, elle le rendrait complètement seul pour toujours. Lors du procès de Stacey, Gary a été appelé à la barre comme témoin et il a parlé de combien il avait aimé Stacey et de son désir d'économiser pour lui offrir le mariage parfait. Mais maintenant, tout cet amour avait disparu. L'ami de Gary, Randy Days, qui séjournait chez le couple, a également témoigné lors du procès de Stacey et a déclaré que Stacey et Gary avaient une relation très instable. En fait, il a dit que c'était tellement mauvais que la seule fois où il les a vus s'entendre, c'était quand Victoria n'était pas là. Randy a également témoigné qu'il avait vu Stacey maltraiter verbalement Victoria et physiquement violente envers Gary. Il a aussi mentionné que Gary était la personne qui s'occupait le plus de sa fille. C'était lui qui la nourrissait, jouait avec elle et s'occupait d'elle parce que Stacey ne voulait pas s'en occuper. Elle semblait toujours avoir une sorte de haine envers Victoria. Randy a ensuite dit au jury que le matin où Victoria avait été tuée, il s'était réveillé vers 3 heures du matin en entendant des bruits étouffés provenant de la chambre voisine, qui était celle de Victoria. Cependant, il a dit que les bruits se sont arrêtés peu de temps après et qu'il n'y a pas prêté attention, ce qui est maintenant un fait avec lequel il dit avoir du mal à vivre. Lorsque le procès a pris fin, Stacey Parsons a été reconnue coupable de meurtre capital sur sa fille, Victoria. Elle a ensuite été condamnée à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Gary, le père de Victoria, a déclaré publiquement qu'il est dévasté à l'idée de ne plus jamais revoir le sourire de sa petite fille. Et leur ami Randy dirait qu'il espérait que Stacey reçoive la peine de mort parce qu'elle lui avait pris sa fille unique. Peu de temps après sa condamnation, Stacey a fait appel. Elle affirmait que Stacey avait une déficience intellectuelle et que ses droits constitutionnels avaient été violés parce que cette information n'avait pas été autorisée à être présentée au procès. Ils ont affirmé que cette déficience, ainsi que des problèmes émotionnels et une enfance marquée par la négligence et les abus, la rendaient incapable de former une intention réelle. C'est certain. Elle a affirmé qu'elle ne comprenait pas les droits Miranda qui lui avaient été lus avant de faire des déclarations incriminantes à la police d'Athènes. Mais en réponse, la Cour d'appel a statué qu'en raison de la multitude de preuves présentées, indépendamment de tout éventuel problème mental, Stacey avait intentionnellement tué sa fille Victoria. Les funérailles de Victoria ont eu lieu le dimanche 27 juillet 2014 à la maison funéraire Hannigan Smith à Athens, au Texas. Beaucoup de personnes étaient présentes et son petit cercueil était recouvert de fleurs roses de différentes nuances. Beaucoup de personnes étaient présentes et son petit cercueil était recouvert de fleurs roses de différentes nuances, car le rose était sa couleur préférée. Victoria a ensuite été enterrée au cimetière Elm Grove, dans le comté de Van Zandt, au Texas. Une publication Facebook annonçait que la famille invitait chacun à assister aux funérailles pour faire un dernier adieu à leur petit ange. Eh bien, merci d'avoir écouté l'histoire de Victoria aujourd'hui. Je sais que Gary a dit qu'il pensait que sa femme ne faisait que parler sous le coup de la colère lorsqu'elle a dit qu'elle tuerait leur fille. Cependant, peu importe à quel point on est en colère, ce n'est pas quelque chose avec lequel on plaisante, surtout quand il s'agit de ses propres enfants. Sauf s'il y a déjà une certaine préméditation derrière, bien sûr.